Bonjour, je suis Julien Bosch, fondateur et dirigeant de Cause à effet, société spécialisée dans la collecte de fonds en face à face pour les associations de solidarité. Bienvenue dans mon podcast Parole d'engagé. Il n'y a pas de petit don, qu'il soit en temps ou en argent. Il n'y a rien de petit. Il n'y a qu'une somme de volonté qui crée des coalitions et du coup qui mettent en mouvement. Comment tu crées des nouveaux boucliers de protection dans un monde virtuel et numérique où il n'y a pas les mêmes codes et ça n'a pas vocation à être le Far West non plus. Moi, je crois que la collecte face à face, au-delà de la collecte, qui est le bénéfice, a un vrai enjeu de sensibilisation, d'information et de mobilisation des citoyens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'engagé. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sarah El Haïry. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va ? Moi très bien, je suis très contente d'être là. Bon, moi aussi. Bienvenue en tout cas dans ce studio. On va passer un petit moment ensemble, on va discuter plein de choses, on a plein de choses à parler ensemble. Pour commencer, déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis Sarah El Haïry, j'ai 36 ans, je suis haute commissaire à l'enfance et depuis peu je suis maman et belle-maman. D'accord, ok. C'est une entreprise, c'est vrai. Mais franchement, à part entière. Un petit bébé de 20 mois et deux un peu plus grands de 9 et de 5 ans, c'est du sport. C'est du sport et c'est un métier à part entière, je partage complètement cet avis-là. Ok, et donc ta fonction aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que ça consiste à quoi ? Le Haut Commissariat à l'enfance, en fait, on l'a imaginé, on l'a créé pour que la cause des enfants, des droits des enfants, de la protection des enfants et de l'accompagnement de ceux qui les protègent au quotidien et les font grandir, et bien finalement transcende, on va dire, l'activité partisane et politique habituelle. D'accord. Et l'objectif, c'est de créer des coalitions d'action entre les entreprises et les collectivités ou la puissance publique, de faire que nos grandes conventions internationales soient respectées, qu'on s'attelle finalement à tous ces défis nouveaux, le numérique, les réseaux sociaux, mais aussi la question de la santé, les conséquences sur les études, le développement, et les différents âges. Donc les tout petits, donc les 0-3 ans, mais aussi les adolescents ou les un peu plus jeunes au moment où ils vont rentrer dans la majorité, et donc les sujets de citoyenneté, de décrochage, de mentorat. Eh bien, pour une fois, on a changé de regard et on s'est dit, on va se mettre au milieu, au cœur, et on va être à hauteur d'enfant. Donc on ne va plus regarder l'enfant comme un élève, un patient, un décrocheur, pas du tout. On va juste se dire, en fait, ce petit bout ou ce jeune ado, eh bien, il est tout ça à la fois. Et donc, on va être autour de lui pour répondre à ses besoins et à ses défis. Et pour ça, faut faire des coalitions. Parce que c'est pas un ministère, c'est pas une asso, c'est pas un adulte tout seul qui peut apporter un certain nombre de clés. Et donc, on va le penser de manière totalement systémique. Je sais que c'est un mot à la mode, mais de manière assez opérationnelle et très pragmatique pour apporter des solutions aujourd'hui et prévenir demain. Et donc, ça va de son éducation à son entrée dans la vie active, c'est exactement ça. Ça va vraiment même presque, même avant un peu sa naissance. C'est le soutien aux jeunes parents, par exemple sur les parcours de PMA ou les sujets d'infertilité, ou même juste d'accompagnement à la périnatalité. Parce que franchement, tout le monde te dit tu deviens parent, c'est automatique. En fait, non, ça bouleverse ta vie, ça bouleverse ton équilibre familial, ça vient bouleverser parfois ton travail. On n'est pas tous égaux face à ça. Et donc, ça commence même un tout petit peu avant la naissance, en fait, dans l'accompagnement des jeunes parents. Donc vraiment parents dès le départ. Et par la suite aussi, même au niveau de l'adolescence, accompagnement des parents. Exactement. D'accord, vraiment c'est l'ensemble de la cellule familiale. Quoi. C'est vraiment la cellule globale, parce que on parle souvent parfois de coéducation ou de partenaires éducatifs ou ceux qui instruisent. En fait, on va sortir de tous ces débats-là et on va plutôt construire une sorte de coalition d'adultes, de structures et d'engagés pour permettre de répondre parfois à des vulnérabilités, typiquement handicap, vulnérabilité sociale, territoriale, vraiment à des besoins spécifiques, ou encore des politiques plus universelles. Typiquement, aujourd'hui, la parentalité, le numérique, les jeunes et les écrans au sens large, en fait, ça touche tout le monde, quelle que soit ta situation sociale, quel que soit le territoire où tu vis, et quel que soit le fait que tu sois le premier ou le troisième de la fratrie. En vrai, moi, je suis parent aussi, j'ai 2 enfants, et donc un de 9 ans et une petite de 3 ans. Pareil, on passe des nuits sympathiques. Ouais. Ça commence à aller mieux. Le truc, c'est que moi, j'ai vachement peur, justement, de l'accès justement à cet écran. Parce que moi, mes parents, ils nous ont éduqués, mais ils n'avaient pas ce problème d'écran avec nous, vu qu'on n'en avait pas. Mais me sens complètement démuni aujourd'hui par rapport à ce sujet, quoi. On l'est tous, en fait. Ouais. On l'est tous. Aujourd'hui, il y a 70% des parents qui disent « Franchement,
c'est un peu une montagne, c'est plutôt angoissant. Et très sincèrement, même si j'avais plutôt cette intuition, j'avais vu beaucoup de professionnels, de chercheurs qui montrent les conséquences sur le neurodéveloppement, sur la concentration, sur la santé. Bah oui, mais enfin, c'est là, quoi. Donc, en fait, l'interdiction stricte et simple ne suffit pas et ne suffira pas. Donc, l'idée, c'est de se dire, comment à chaque âge, je donne les clés, je donne les codes et je fais que ça soit utile. Moi, je travaille avec plein de gens, plein de startups ou plein de créateurs, pour le coup, d'éditeurs, qui créent des trucs géniaux pour mieux lire, pour apprendre, pour la musique, pour l'accès à la culture. Et d'autres qui font des trucs dégueulasses et sur lesquels tu n'as pas envie que tes enfants soient. Et ça, tu rajoutes une couche de danger, parce que là où il y a des enfants, malheureusement, il y a des prédateurs, et donc des gens qui leur veulent plutôt du mal ou qui essayent d'en abuser. Et donc, comment tu crées des nouveaux boucliers de protection dans un monde virtuel et numérique où il n'y a pas les mêmes codes, et ça n'a pas vocation à être le Far West non plus. Sauf que nos enfants, ils sont plus fragiles. Et nous, en tant que parents, on n'a pas eu ça à vivre il y a quelques années à peine en tant qu'adolescents. Donc on est quand même la première génération à avoir à élever nos enfants avec les opportunités du numérique et tout ce que ça peut apporter de bien, et en même temps tous les défis et les risques que ça pose. Donc non, c'est plus dur aujourd'hui de dire non, d'éteindre la télé, de pas donner le smartphone alors que nous-mêmes déjà on est dans un effet d'exemplarité et miroir. C'est ce que j'allais dire. Moyen, on n'est pas les non, mais c'est normal. Exemplaires. C'est une transition. Moi, j'ai une amie qui est prof en petite section et qui me disait que dès le matin, elle savait exactement quel enfant regardait la télé le matin et qui ne le regardait pas, rien qu'en voyant en regardant la tête des enfants qui étaient là, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, s'il y a un réflexe tout bête, et je le partage avec vous, il y a 2 choses qu'on ne pose jamais comme question à nos enfants aujourd'hui. Quand ils sont équipés ou quand ils ont accès, pour le coup, au monde numérique, c'est-à-dire comment ça va dans ton jeu, que ce soit, quel que soit le jeu d'ailleurs, Rockblock, peu importe. Comment ça va dans ton monde virtuel, dans tes jeux, dans tes amis, dans tes réseaux sociaux, parce qu'on ne prend jamais le temps de savoir, et en fait, pour eux, ça compte énormément. Et de l'autre côté, de éviter au maximum les écrans, quel que soit l'âge, le matin et le soir avant de se coucher. Parce qu'en fait, mine de rien, ça a des conséquences sur les capacités de concentration. Et même nous, en tant qu'adultes, parfois, moi, j'ai cet horrible réflexe de, quand je me réveille, avant même mon premier café, j'allume mon téléphone, déjà parce que j'éteins mon réveil. Et puis après, je regarde bêtement et de manière assez automatique les premiers messages, les premières actus, le journal. En fait, cette mauvaise habitude, si je pouvais juste la décaler après mon petit-déj et après s'être occupé des enfants, ce sera déjà un super pas, mais pour son bien-être personnel. Mais c'est des choses à réapprendre, et c'est pas simple. Et il n'y a aucune morale, il n'y a aucun effet de donneur de leçons. C'est juste que on fait tous comme on peut. Et on a aujourd'hui besoin un peu d'outils parce qu'on travaille à la maison, parce qu'on s'informe sur nos téléphones, parce qu'on cherche une recette. C'est aussi notre outil de divertissement. Donc tout ça se mélange et vient prendre énormément de place dans nos vies. Pareil, je discutais avec quelqu'un qui justement fait la sensibilisation pour les enfants pour parler décrocher un peu des écrans. Et elle sensibilise les parents. Elle avait fait une réunion avec des parents en disant est-ce que juste vous pouvez me dire quelle heure il est ? Donc tout le monde sort son téléphone, etc. Et regarde le téléphone et pose le téléphone. Fait maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qui a regardé sur les réseaux sociaux s'ils avaient des notifications en même temps que la question que j'avais donnée ? Et là, il y a plein de mains qui se lèvent comme ça automatiquement parce qu'en vrai, on est des très mauvais exemples et c'est hyper difficile. Il y a ça et cette notion aussi de fratrie, parce que je sais que la notion de fratrie est difficile aussi, parce que quand t'as un enfant grand, c'est difficile de lui dire toi tu peux regarder la télé, puis le plus petit ne regarde pas. Donc en général, le premier, il est un peu plus sauvegardé, et puis le deuxième, par contre, on lâche les chevaux, quoi. C'est vrai. Nous, on a le cas. Moi, je sais qu'on accompagne pour dire attention, entre 0 et 3 ans, il ne faut vraiment pas d'exposition. Moi, ma petite dernière, ma fille, elle a 20 mois, donc elle va avoir 2 ans à Noël. Objectivement, quand il y a le petit dessin animé du dimanche, c'est hyper dur de dire non, mais en fait, c'est pour les 2 grands, qui sont encore tout petits, mais pas toi. Et donc, en fait, tu viens piloter. Après, c'est là où il faut dire, il n'y a pas de drame. Il se passe pas, c'est pas un Doliprane que tu mets dans de l'eau et il se dissout, leur cerveau, il fait pas ça. Mais on sait que l'exposition répétée, non partagée, parce que tu peux regarder quelque chose et en parler, ça stimule d'autres apprentissages. C'est une histoire d'usage, c'est un nouvel outil. Encore une fois, c'est assez neutre, un outil. C'est la manière dont on va l'utiliser, le contenu auquel on accède, qui fait soit de ça un super accélérateur d'opportunités, soit malheureusement des zones de danger et de risque assez élevées. Et donc ton travail, là, c'est transversal finalement. Donc, tu travailles avec tous les ministères liés justement à cette transversalité, je suppose ? Exactement, ça va vraiment du ministère de la Santé, parce qu'on va vraiment toucher le cœur de la santé et de la prévention.
Donc là, ça va être pour la santé mentale, santé physique, somatique. Le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il y a des apprentissages et puis il y a des périodes de transition. Je vais beaucoup travailler aussi avec le ministère de la Jeunesse et de la vie associative, parce que c'est aussi toutes les alternatives qu'on va offrir de sociabilité, de civisme, de citoyenneté. Beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères, parce que je suis aussi garante des grandes conventions internationales qu'on a signées et pour lesquelles la France a des engagements extrêmement forts, en particulier la Convention internationale des droits des enfants. Et puis avec des grandes associations et ONG, soit à l'international, soit en France. Ça va du collectif Mentorat qui me tient très à cœur, aux grandes coalitions de générosité qui accompagnent au quotidien la lutte contre les déterminismes sociaux, le soutien à la parentalité, l'accès à la culture, l'éducation populaire, le sport, grand accélérateur pour le coup, et d'inclusion et de développement personnel, mais aussi les boîtes. Beaucoup d'entreprises, parce que la meilleure manière d'accompagner un enfant, c'est aussi d'accompagner ses parents. Et donc, si tu lui demandes de travailler comme s'il n'avait pas d'enfant et que tu lui demandes d'être parent comme s'il n'avait pas de job, c'est quand même beaucoup d'injonctions contradictoires. Et donc, ça devient difficile. Donc, la parentalité en entreprise, c'est aussi un des leviers pour donner de l'aide, de la souplesse, de la compréhension et finalement faire un peu tomber les masques et de ne pas laisser la charge finalement du soutien familial et parental qu'on a dans notre vie quotidienne à l'entrée de l'entreprise. Parce que quand tu as un enfant malade, c'est pas simple. Quand tu as une famille qui se recompose, c'est un moment de ta vie. Quand tu as une naissance, quand tu as des sujets aussi de santé, ou l'adolescence qui arrive. Et donc, le fait de se dire, j'ai le droit d'avoir des faiblesses, des fragilités, parfois des moments de doute, et pouvoir le partager ou avoir des solutions dans son entreprise, en tout cas de la compréhension, à minima de la bienveillance, ça change tout. Tu laisses pas tout le poids sur les épaules de tes enfants. Alors, en qualité de maman, ça va être passionnant. Mais moi, je suis, comme dirait l'autre, croyante pratiquante. C'est-à-dire que je crois profondément à l'accompagnement, à la parentalité et à tous ces enjeux pour nos enfants. Et en plus, mine de rien, j'essaye immédiatement à la maison en rentrant, que ce soit les jeux, que ce soit les petits tips, ce que me disent les chercheurs. Et je teste en direct, c'est mon cobaye consentant, évidemment, bienveillance. Mais dans le fond, oui, il y a une sorte d'alignement. J'y crois, je le teste et je le vis en fait. Je vis les galères de garde, je vis à peu près les sujets de déplacement et la difficulté de l'équilibre vie pro, vie familiale. C'est assez aligné, donc oui, je me sens utile et je me sens bien. Bon, super. J'aime bien poser à mes invités, c'est quoi ton quotidien ? Alors, je vais pas te demander une journée type parce que je pense qu'il y en a pas. Mais on va dire, si demain tu dois expliquer ce que tu fais de tes journées, entre guillemets, c'est à peu près, qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de moments qui sont très différents. Il y a des moments qui sont vraiment avec, on va dire, pour aller chercher du savoir et d'être à la pointe de la recherche. Parce que toutes les réponses qu'on apporte, elles sont, en très bon français, science-based. Donc, elles sont basées sur la science, sur de la recherche. Donc, je vais avoir des psys, des spécialistes de la pédagogie, des sociaux, des anthropologues, des pédagogues, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on sait à la pointe de la science qui peut nous donner des clés de protection et de prévention pour nos enfants. Et donc, j'ai cette partie-là. J'ai une autre partie qui va être plutôt avec les acteurs du quotidien. Donc, ça va être les enseignants, les collectivités territoriales, les départements pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, pour les questions de mentorat. Ça va être plutôt les acteurs qui vont être autour des enfants. Ensuite, beaucoup aussi de travail avec ceux qui vont aider et financer. Je travaille énormément sur l'innovation des financements et du soutien, pour le coup, à la protection de l'enfance. Et donc, on va essayer des nouvelles choses, des coalitions internationales, de l'investissement à impact, du soutien aux appels à projets ou des nouvelles formules de subvention. Je suis en train de relancer, par exemple, le contrat impact social pour trouver de nouveaux leviers au moment où l'argent public, au sens classique du terme, est de plus en plus rare, un budget de plus en plus difficile. Sauf que ce soit l'argent qui va être donné en donation, que ce soit l'argent qui va être versé par une commune en termes de subvention, la subvention d'État ou l'aide publique au développement, tout ça, ça reste de l'argent public. Donc en fait, d'une certaine manière, quel que soit celui qui va signer le chèque en bas, c'est de l'argent public, sauf le donateur privé, qui décide lui-même de sa propre volonté de soutenir une cause. Et donc, on essaye à faciliter, à simplifier les démarches aussi, pour que les associations, les ONG ou même les acteurs publics soient concentrés plutôt sur leur action et pas spécialement sur ce qui va être connexe, c'est-à-dire la levée, l'organisation ou le plaidoyer parfois, même s'il est nécessaire. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené jusque-là ? Enfin, tu viens d'où ? Qui tu es en vrai, Sarah ? C'est quoi ton parcours ? Moi, je suis née à Romorantin-Lanthenay, donc dans le Loir-et-Cher.
donc dans une petite commune, petite ville. J'ai une enfance extrêmement heureuse, des parents comme des millions de parents qui ont divorcé. Et j'ai du coup grandi au Maroc. D'accord. Entre Rabat, Mohamedia et Casablanca. J'ai adoré vivre au Maroc dans mes premières années, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement aimante, des grands-parents très mobilisés, mais surtout des parents hyper engagés. Un papa qui faisait des caravanes médicales, beaucoup, en Afrique subsaharienne ou en Asie, Vietnam, Thaïlande. Et donc, j'ai vu mon père, par ce qu'il savait faire, parce qu'il est médecin, finalement se préoccuper, accompagner, et en dehors de son travail, nous embarquer dans ces aventures-là. Que ce soit dans le désert marocain, que ce soit dans des zones rurales, que ce soit dans d'autres pays encore plus en difficulté. Et j'ai grandi dans ce goût de... on fait. Et de l'autre côté, une maman, alors qu'ils ont divorcé les deux, comme quoi, une maman très engagée aussi différemment dans le Lions Club, qui est plutôt un réseau international de charité et de philanthropie. Et elle était très engagée sur la question de l'éducation. Et donc, notre salon se transformait assez régulièrement en lieu de collecte, alors de livres, d'ordi. On levait de l'argent pour reconstruire des écoles, des sanitaires ou des salles informatiques. Et j'ai grandi dans cette culture de... pour grandir soi, pour être aligné, en fait, il faut s'engager. Et ces engagements, par contre, ils peuvent prendre plein de formes. Soit dans ta manière de même manager ta propre boîte, et donc comment toi, tu décides ton impact, dans un engagement, dans une grande structure internationale, ou dans une association plutôt de copains médecins et qui fait des caravanes médicales, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Et j'ai grandi comme ça, dans des mouvements plutôt d'engagement divers. J'étais déléguée de classe toute petite, et puis tout ça m'a amenée à avoir un engagement et politique et associatif. Et ensuite un mandat. J'étais élue députée de Loire-Atlantique. Donc après, t'es arrivée en France, pour ma prépa. Quel âge ? Ouais, je suis arrivée en France à 18 ans. D'accord, je suis arrivée pour ma prépa. D'accord. J'ai préparé Normal Sup, je voulais devenir prof. Ok. Comme quoi, il y avait déjà le goût de l'autre. Puis je rate mon concours. D'accord. Mais vraiment comme bien raté, quoi. Au moins, tu fais les choses correctement. Ouais, j'y vais jusqu'au bout. J'ai adoré mes années de prépa, mais pas eu mon concours pour normal. Et donc, je m'oriente plutôt à la fac. Je fais du droit. Là, je travaille en plus pour une coopérative. Je découvre le monde de l'ESS. D'accord. Que j'adore. Et donc, je découvre les scopes, les SIC, cette manière de faire de la croissance... responsable et partagé, parce que c'est une sorte de partage de la valeur, moi, qui m'intéressait, et finalement à impact. Et donc, on peut penser des modèles extrêmement solides dans des marchés compétitifs, mais efficients socialement, efficients économiquement et efficients au sens salarial du terme pour les collaborateurs. Et donc, j'adore. Je grandis, je m'épanouis dans cette coopérative. Je prends un certain nombre de responsabilités jusqu'à la fondation après, en plus de mes activités commerciales. Et ensuite, je deviens députée, puis élue locale à Nantes. À la commission des finances, je travaille beaucoup sur la question de la vie associative, de la philanthropie et de la générosité, parce que je remets un rapport à Édouard Philippe à l'époque. Oui, on va en parler un petit peu après. Sur la philanthropie à la française. Et puis, je deviens ministre à 30 ans. D'accord. Ouais. Et ça, c'est une sacrée aventure. C'est toujours une surprise. En vrai, il n'y a pas dans notre schéma français, être une femme binationale d'origine marocaine. J'avais pas fait l'ENA, j'avais pas fait de grande école d'administration. Moi, je viens plutôt de l'engagement associatif et pour le coup de l'engagement tout court économique. De se dire avoir déjà la chance d'être dans cette grande et fameuse commission des finances, puis ensuite devenir ministre, c'était quand même assez fou. Mais c'était un moment où le président de la République, le Premier ministre et mon propre parti, parce que moi je viens du parti de François Bayrou, ont fait le choix de donner la chance à des profils et à des jeunes. C'est comme ça que je remplace Gabriel Attal à la jeunesse et à la vie associative. Et qui lui monte en Premier ministre, c'est ça Non, lui devient à ce moment-là porte-parole du gouvernement. Ah oui, donc c'est avant qu'il passe en premier. Et quand moi je deviens ministre de la biodiversité à l'écologie, qui est un autre engagement, mais totalement complémentaire, et lui devient ministre des comptes publics, et ensuite lui devient Premier ministre, et moi je deviens ministre des familles, de l'enfance et de la jeunesse. Complètement. C'est là où on s'est rencontrés, on reviendra un petit peu après là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire et moi, ce que je trouve formidable, c'est quel est le moment où tu t'es dit tiens, j'ai envie de m'engager en politique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager comme ça? En plus, dans un pays où tu n'as finalement pas grandi directement. Non, c'est le mien, je l'aime. Je suis profondément française parce que je pense que, en fait, c'est un idéal. Mais oui, en fait, d'accord. La France a un idéal, mais que ça se vit. On est un peuple d'engagés. Et en fait, l'engagement politique, il a toujours été en plus chez moi. J'ai jamais travaillé pour un élu, ça n'a jamais été mon... Ça n'a pas été ton cœur de métier, quoi. Non, en fait, jamais. Ouais. Mais j'avais un engagement syndical à la CFTC, j'avais un engagement associatif.
Et finalement, moi, j'ai grandi avec une culture qui est l'engagement, il est pluriel. Et en fait, tu t'engages là où tu es. Et en fonction du moment de ta vie, ça peut prendre plein de formes. L'engagement en temps, l'engagement financier, en dons, l'engagement en compétences, l'engagement juste en connexion de personnes. Mais finalement, l'engagement, il est absolument pluriel. Et donc, dans ma vie, j'ai eu plein d'engagements qui se sont complétés, mais qui n'avaient pas les mêmes formes. Et l'engagement politique, c'était un peu le fil rouge, mais en tant que militante, quoi. Moi, j'avais envie de participer à la vie de ma ville, la vie de mon pays. Et donc, j'ai adhéré à un parti. À l'époque, c'était l'UMP avant de rejoindre le MoDem. Et en me disant, c'est ma partie civique et citoyenne qui vient compléter ce que je porte au sein de mon organisation syndicale et au sein de mon asso. Et évidemment, à la fin de ma journée de travail, quoi. Oui. Et tout ça, c'est assez pluriel. Moi, j'ai jamais aimé la hiérarchie des engagements. D'accord. Je pense que chacun doit trouver là où il se sent bien, quoi. Ça, ouais. Alors, comme tu sais, nous, on est une entreprise de collecte de fonds pour les ONG, on est les recruteurs donateurs. Et on entend beaucoup dans la rue les gens qui disent bah ouais, mais moi je fais déjà, je suis peut-être infirmière, etc. Et tout. Et c'est vrai qu'on est pareil, on est toujours en train de dire on peut faire plein de choses, il y a une pluralité, il n'y a pas de hiérarchie en vrai. Aucune hiérarchie, complètement. Et totalement complémentaire. Complètement. Et il y a un moment où tu peux donner du temps. Il y a des moments de ta vie où tu peux pas donner du temps. C'est ça. Tu peux participer avec de l'argent et parfois tu peux pas parce que financièrement tu n'y arrives pas. Et à ce moment-là, il y a aucune culpabilité à avoir. En fait, ça, et puis moi, ce que je trouve très bien aussi, c'est que l'engagement, c'est aussi une forme d'expression. Et moi, je trouve ça hyper important que nos citoyens s'expriment. Surtout dans une période où, en ce moment, il y a beaucoup de revendications. Justement, s'il y a bien un moment où il faut t'engager, c'est bien maintenant. Parce que bon, c'est facile. Tu sais, les politiciens de Facebook ou de canapé, c'est toujours assez simple. Mais quand on rentre dans un engagement, et aussi petit qu'il puisse être, là, pour le coup, on a l'occasion de s'exprimer. Et c'est important dans notre vie collective, quoi. De s'exprimer et sincèrement, de ne pas être dépossédé. Enfin, moi, j'ai le sentiment... Je suis d'accord. Mais voilà, et encore, moi, j'ai exercé le pouvoir au plus haut niveau. J'exerce encore le pouvoir de la puissance publique. Et j'ai cette grande chance. Mais... Le fait de ne pas s'engager, de ne pas prendre part, c'est laisser les autres. Laisser les autres décider pour toi, laisser les autres mener finalement une direction ou une autre. Et l'engagement civique, citoyen, associatif, ou même de l'entreprise, ils sont totalement complémentaires de la politique publique. Et parfois on se dit, j'ai voté, donc en fait le vote c'est une action. C'est une forme d'engagement. Mais ça ne vient ni atténuer, ni réduire la place que tu peux prendre dans la manière dont le quotidien, des causes qui te font lever, qui te bousculent, que tu as envie de voir grandir, peuvent prendre. Et simplement, le fait de dire, moi, je donne un exemple, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est la malnutrition. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la question des espèces et de la biodiversité. Moi, prends ta part, prends ta place. Il n'y a pas de petit don, qu'il soit en temps ou en argent. Il n'y a rien de petit. Il n'y a qu'une somme de volonté qui crée des coalitions et du coup qui mettent en mouvement. Et tu te sens tellement plus fort et tellement plus aligné, quelle que soit la participation. Ça se juge pas à ça. Par contre, il y a ceux qui participent et ceux qui sont témoins. Oui, mais tu vois, ça va aussi, je trouve, dans un global de qu'est-ce que le citoyen en vrai. Parce qu'il y a le droit de vote qui d'ailleurs est malheureusement un peu en recul. Enfin, je ne sais pas trop les derniers sondages si c'est revenu, mais c'est un peu en recul. Mais parce que il y a une forme de beaucoup de gens se sentent un peu désabusés ou laissés. Et puis on vit dans une période très dure. C'est sûr, il y a une fragmentation des partis. C'est difficile. C'est pas... Mais je pense qu'effectivement le secteur associatif, par exemple, est un vrai moyen d'expression et un vrai moyen de positionnement, de vie collective en vrai, de pouvoir dire voilà, je fais partie d'un tout et dans ce tout j'ai quelque chose à dire et j'ai envie qu'on défende certaines valeurs. Et ça peut passer par les associations, clairement. Association, encore une fois. Et engagement. Association, engagement, entreprise. Complètement. Et en fait, demain, quand tu vas demander à ton entreprise la mise en place d'un congé d'engagement, ou l'arrondi sur salaire, ou le fait de faire du mécénat de compétences, ou simplement d'aller user son 0,5 pour 1000 de chiffre d'affaires pour faire de la donation, ou la création, j'en sais rien, d'une fondation d'entreprise, ou simplement soutenir des assos en direct, c'est une forme à mes yeux, de codécision. De prendre pleinement son rôle d'acteur et donc de pas être un passif, mais au contraire totalement actif, puisqu'on a le pouvoir d'eux. Et donc la question, c'est comment tu te saisis du pouvoir d'action et d'agir que tu as. Et on les a tous. Ouais. On n'est jamais dessaisis. Je suis complètement d'accord. Ouais. 30 ans ministre. Ouais, 30 ans ministre. Vie privée, vie professionnelle. Je pense que là, c'est l'équilibre est déséquilibré. Il est plutôt très déséquilibré. Ouais, j'imagine. Très déséquilibré, mais
Je rencontre, pour le coup, Oui. ma vie est faite aussi d'histoires, de ruptures, comme toutes les vies. Et non, je rencontre une femme formidable qui va devenir la maman de ma fille également. Et donc, un coming out, une naissance, un parcours PMA. Pendant que t'es ministre. Ouais. Ok. Ouais. Bon, tant qu'à faire. Parfois, il y a un moment où ça devient une évidence. Oui, c'est sûr. Et pour le coup, assez tardif pour moi, parce que j'avais déjà, je ne veux pas dire de bêtises, mais 34-35 ans. Hein. Et là, je me dis, en fait, j'ai envie de devenir maman. Et j'ai envie de le devenir avec ma compagne. Bah oui. Et donc, on fait un parcours comme des beaucoup milliers, de milliers de couples et de femmes seules, parce que j'ai aussi, je me suis engagée pour la PMA pour toutes, pour que ce soit pas finalement quelque chose qui soit réservé aux familles les plus aisées, parce que tu pouvais, mais il fallait aller en Espagne, aller en Suède, aller en Belgique, ça coûtait très très cher. Et pour moi, le fait de dire, en fait, on a des vies qui sont un peu différentes de celles de nos parents, et la conservation des ovocytes pour préserver ce choix, ce libre choix, mais aussi avoir la chance de pouvoir être accompagné dans son propre pays, sans avoir le sentiment d'être sur la crête ou de pas respecter les règles. On n'a pas besoin de vivre ça quand tu fais rien de mal. Ouais. Et c'était rien de mal. Oui, c'est sûr. Et donc, on a réussi à faire avancer cette loi bioéthique, de rendre ça accessible, remboursé par la Sécu, je me suis dit, après ces combats politiques, je me l'autorise aussi. Voilà. Et donc, on a eu une magnifique princesse. Eh ben, très bien, bravo. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je change complètement coq à l'âne. La philanthropie à la française, c'est quoi pour toi alors ? La philanthropie à la française, juste pour préciser aux gens qui nous regardent que tu as déposé. La philanthropie à la française, c'est un rapport qu'on peut retrouver. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as déjà. Pourquoi tu as demandé ce rapport ? C'est toi qui as voulu le poser ? Moi, j'ai beaucoup demandé. J'ai beaucoup d'accord. demandé à l'époque à Édouard Philippe, D'accord. qui était Premier ministre et qui va me missionner, qui va dire que je vais être députée en mission pour écrire ce rapport. D'accord. Et là, je fais le tour des acteurs de la philanthropie, des family office, des grands donateurs, des innovations. Mais tu avais une appétence par rapport justement à ce... Oui, parce que moi j'ai passé mon temps à essayer de collecter de l'argent. Oui. Donc ou d'avoir du temps. Oui. Soit avec ma mère, c'était plutôt pour accompagner et faire parfois des soirées, vous savez, des dîners de levée de fonds pour les causes autour de l'éducation. Soit avec mon père, et il fallait collecter du temps de médecin. Oui, donc dans tous les cas... pour pouvoir faire ces caravanes médicales. D'accord. Et avoir des autorisations, parce que c'est quand même très réglementé quand c'est du sanitaire et de l'humanitaire médical. Et je voyais bien que chez nous, on avait une sorte de plafond de verre. Je ne sais pas plus l'exprimer, mais je voyais bien que les Américains, ils faisaient des choses assez folles. Le réseau des alumni des écoles. Il y avait des choses sur lesquelles je me dis, mais comment on peut faire, nous aussi, pour aller embarquer, porter cette philanthropie, cette générosité à la française. Et il y avait des débats aussi à l'Assemblée sur le crédit d'impôt. Il y en a qui voulaient le supprimer, il y en a qui voulaient le réduire. Et là, il y en a qui voulaient y mettre des hiérarchies entre les causes. Et c'est exactement ce que moi je déteste et je pense par conviction n'est pas bon. Parce que la liberté de celui qui donne, elle doit être totale. Et il n'y a aucun jugement à avoir, aucun jugement moral sur quelle cause vaut plus qu'une autre. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas. Ouais. C'est pas la puissance publique de juger ça. Et au contraire, il fallait libérer un peu les énergies et rendre ça possible. Et donc là, j'y travaille, je rencontre beaucoup de monde, je compare les modèles européens, mais aussi anglo-saxons. Et je me dis, on ne peut pas être des Américains, nous. On est Français. Donc en fait, ça ne sert à rien de fantasmer quelque chose qui est très loin de nous. On a une générosité, mais elle est différente. Elle est plus pudique. On est dans le top 3 en termes d'engagement, de temps et de bénévolat. Et ça, il faut savoir le valoriser, en être fier. Parce que c'est quand même une des plus grandes choses qu'on donne de sa propre vie. Mais comment on va faire ? Comment on va moderniser ? Et donc là, je travaille sur le fonds de dotation, la fondation actionnaire, la fondation d'entreprise, le mécénat, la fiscalité, la solidarité familiale, la donation, le legs. Et après, les nouvelles technologies. Et ça me passionne. La donnée, la place... pour le coup de la crypto, qu'est-ce que ça fait ? Attention, oui, non, les arrondis, la collecte face à face, comment on l'accompagne. Et je travaille, on voit les premiers événements en stream arriver. Et je me dis, mais avec tout ça, comment on peut simplifier des choses ? Comment on peut faire attention à d'autres ? Parce que, faut être... comment on évite les scandales qu'on a pu connaître à d'autres époques ? Parce que je trouve que ça brise la confiance. Et ça fait beaucoup de mal quand tu brises la confiance d'un donateur. Comment tu vas aller chercher de l'élément de preuve, du suivi ? Parce que c'est ça qui va donner de la force et peut-être
enclencher, comment on crée un cercle vertueux. Et donc, je remets ce rapport avec un certain nombre de propositions, dont quelques-unes qui se sont bien sûr transformées en actes. La franchise pour les toutes petites entreprises de 10 000, plus de 20 000 euros du chiffre d'affaires. D'accord. Alors qu'il y avait ce plafond, elle ne pouvait pas donner à plus de 0,5 pour 1000. Mais enfin, quand tu es patron de ta PME, ta TPE, et que tu as envie d'aider ton club de proximité ou peu importe. C'est ça, parce que beaucoup de gens oublient que l'engagement, bon, il peut être humanitaire, mais il est aussi dans le club dans le quotidien. Voilà, dans le club de gymnastique en bas, etc. Et c'est des clubs qui ne vivent que en grande partie grâce à ça. Exactement, de la solidarité des acteurs du territoire. Alors moi, je suis très actif, alors, j'en parle beaucoup. Je suis avec j'ai un club de handball, parce que je suis handballeur. D'ailleurs, on a eu la chance de recevoir... On ne peut pas être parfait, hein. Il y en a qui sont rugbyman, il y en a qui sont footeux. Mais j'aide beaucoup le mon HBC club. Chez moi, non, t'es très très fort, je suis très fière. Oui, mais on est bien meilleur à Montpellier. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, le truc, c'est que moi, j'aide un club de quartier, et c'est un club qui va chercher les enfants directement dans la cité à côté pour les amener sur un sport à valeur, un sport où il va vraiment... il y a des valeurs, il y a du collectif, il y a du dépassement, il y a du respect des règles. Et de la mixité sociale. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'aide beaucoup ce club-là, parce que je trouve que c'est important, et c'est notre responsabilité en qualité d'entrepreneur aussi, de favoriser dans notre territoire, moi je suis de Montpellier, donc dans mon territoire en tout cas, de favoriser cette mixité et participer aussi à faire en sorte que les gens... Et ça peut toucher tout le monde, parce que ça peut toucher mes enfants comme ça peut toucher les enfants de mes salariés, etc. Mais c'est pas que ça, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de me dire, voilà, on participe, nous aussi, les entreprises, à cette mixité et à faire grandir. Donc il y a peu de gens, on a tout le temps l'impression que donner du temps, c'est tout le temps sur des assos, quoi que ce soit, et humanitaire. Mais en vrai, il y a énormément de gens qui sont engagés dans les clubs sportifs tous les jours. Culturel, plein de choses très différentes. Enfin, l'école de musique, le comité des fêtes, l'association qui va juste un peu aider ou participer à la lecture et aux activités dans l'EHPAD de son village ou de son petit. Enfin, tout peut prendre la forme d'une action vis-à-vis de l'autre, en fait. Et à l'époque, quand je travaillais vraiment sur cette notion du temps, je me dis, mais en fait, c'est la spécificité française. En fait, on est un des pays, on valorise le moins ce temps. Complètement. Et on est le pays qui en donne, en tout cas par rapport à nos voisins, le plus. Donc, comment on fait pour déjà ne pas créer de hiérarchie, et comment rendre ça compatible avec le temps de travail, parce qu'on est très inégaux. Hein. Quand tu es dans un grand groupe, parfois c'est génial parce que tu as des opportunités d'engagement, et voilà, tu as du mécénat de compétences, on te libère du temps. Enfin, bref, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très attrayants et qui donnent envie. Et puis en même temps, parfois, tu es libéral, tu es auto-entrepreneur, tu es commerçant, et que tu as envie de donner, tu peux pas, parce que tu n'as pas de remplacement, ça n'existe pas, tu n'as pas un compte épargne-temps pour faire de l'engagement. Mais tu as envie d'aider ton club, tu n'as pas le droit. Enfin, si, tu as le droit, mais enfin, c'est très, très limité pour pouvoir bénéficier aussi du choix très volontariste de la fiscalité française pour soutenir le don. Et du coup, je me dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Et donc, il fallait, par exemple, créer cette franchise et dire, bon, quel que soit ton chiffre d'affaires, franchement, t'inquiète pas. Tu peux donner jusqu'à 20 000 et pour ton club, pour ce que tu souhaites autour. Et c'est une autre manière de libérer l'esprit. Parce que si tu dois demander à ton expert comptable ou à ton notaire ou ton avocat pour dire est-ce que je peux faire ci, faire ça, non. Il faut à un moment être dans une société de la confiance. Et donc faire confiance et être en facilité, en tout cas être en faciliter l'acte de donner. Et l'acte de donner, c'était dans ce cadre-là un des exemples. Mais j'avais d'autres idées sur la réserve héréditaire qui ont fait plus débat et qui n'ont pas avancé. D'accord. Alors nous, on s'est rencontrés dans le cadre de la création de la coordination nationale du face-à-face. Donc dans notre activité de la collecte de face-à-face, le but c'était quand même de se coordonner pour éviter de se retrouver plusieurs équipes de collecte au même endroit au même moment. Déjà en termes d'image premièrement. Deuxièmement, c'est aussi en termes de qualité d'accueil vis-à-vis aussi du grand public. Puis aussi de cet écosystème que peut être un centre-ville avec des commerçants, avec plein de gens. Et donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette décision de te dire tiens, il faut qu'on ait un organe de coordination tamponné quand même de l'État, parce que c'était assumé, on a le tampon. Je l'ai créé à l'époque. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette vision-là, en tout cas, parce que c'est une réelle vision? Non, c'était une réelle vision, et puis c'était le fruit d'une conviction. Moi, je crois que la collecte face à face, au-delà de la collecte, qui est le bénéfice, a un vrai enjeu de sensibilisation, d'information et de mobilisation des citoyens. Et donc, je crois en ça. Je crois en cette capacité d'eux. Mais, pour y arriver,
fallait pas que ce soit un peu le Far West. Le Far West, c'est se retrouver avec plusieurs collectes en même temps, sur le même endroit, que finalement ça devienne... une guerre de trottoir, ouais, presque. guerre de trottoir, un peu intrusif, et finalement qu'on se parle pas. Et le risque, c'était finalement de voir reculer des collectivités qui disaient bah, moi, j'en veux pas du coup. Si c'est pour aller se crêper le chignon, ou que les gens me disent non, mais en fait, à la sortie du tramway ou des grandes zones de mobilité, ça me plaît pas. Je me dis bah, ça serait dommage. Alors même que c'est une énorme opportunité pour montrer aussi que les formes d'engagement, elles peuvent être diverses. Ça peut finalement finir par prendre la forme effectivement d'un engagement de don. Mais quand tu commences une discussion avec d'une collecte, mais enfin avec une personne qui porte une chasuble, d'abord ils t'expliquent ce qu'ils font. Et donc c'est un vrai moment d'échange. Et je crois que ça, en termes de force du lien, en termes de force d'information, et même parfois de vulgarisation de grandes problématiques, bah, c'est une chance. C'est une chance. Et je voyais bien qu'il y avait cette nécessité, puis moi je crois aux coalitions. Donc au lieu de laisser les gens se crêper le chignon, mettre tout le monde autour de la table et se dire bon, on va partager une charte de pensée, de valeurs, de pratiques, et on va dire, c'est pas un gros mot, mais on va créer une sorte d'autorégulation par l'organisation de la coalition. Ben moi, je crois que c'est mieux comme ça que de commencer à s'amuser à réguler de manière descendante et de se dire bah, finalement ça nous plaît pas ou ça nous va pas, et donc bah, on pose des cadres qui parfois sont un peu trop fermes. Et tu avais un lien avec France Générosité, je suppose, à cette époque-là, beaucoup, c'est ça ouais. Beaucoup. C'était Pierre Siquier, Tout à qui était le président de France Générosité à l'époque, avec Laurence, qui est toujours dans l'aventure. Tout à fait. Et je suis tombée en amour, évidemment spirituel, de Pierre, qui peut-être va nous écouter, mais... J'ai aimé sa philosophie, j'aime la philosophie aussi de l'esprit de France Générosité parce que c'est une coalition. Je travaillais beaucoup aussi avec Admical, avec le CFF, avec même la Fondation de France à l'époque où on voyait arriver beaucoup de fondations abritantes et se poser la question de l'organisation aussi de toutes les fondations abritantes qui ne se comportaient pas spécialement toutes de la même manière. Et je voyais bien que dans un moment où on a un devoir vis-à-vis des plus jeunes générations sur la manière dont eux, ils vont faire leur parcours d'engagement, de donateurs, de sensibilisation, voire de bénévoles demain, bah, on avait un devoir, c'est de donner des environnements qui sont sereins. Et pour ça, il faut avoir des lieux d'échange et des rendez-vous et des coalitions. Et donc, c'est comme ça qu'est parti, en tout cas, dans une première marche, le face-à-face qui se réunit, je me souviens très bien, dans la bibliothèque historique du ministère de l'Éducation nationale. Avec donc, un masque, si tu te souviens, parce que c'était en plein milieu de la Covid. Je me souviens très bien de ce moment. Complètement. Et pareil, moi, j'étais à l'initiative aussi avec Pierre de la création de cette CNFF. On a beaucoup travaillé avec Pierre et je lui rends hommage aujourd'hui parce que je pense qu'on a vraiment construit quelque chose qui est hyper important, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a une baisse du financement des pouvoirs publics, nationaux déjà, mais aussi... Et les collectivités aussi. Enfin, pour le coup, c'est public au sens large et même international. Parce que là, on est dans une crise majeure avec Trump qui a coupé donc, les aides internationales. C'est 30% de l'aide internationale qui a été coupée, donc c'est quand même... Et on voit les budgets de l'AFD, de la coopération. Complètement. Et puis bon, les politiques... Alors, voilà, j'espère, on verra ce que va donner la suite de notre vie commune, mais bon, si jamais on arrive à des extrémités, en tout cas de choix politiques, on risque d'aller encore plus dans ces coupes de budgétaires. Moi, je suis assez inquiet par rapport à... Enfin, je suis un éternel optimiste, mais je suis assez inquiet quand même pour l'avenir des associations, parce qu'effectivement, je trouve que le financement aujourd'hui est une problématique et qui détourne finalement de l'essence même du travail de l'asso, d'aller aider des personnes. Si jamais on passe tout son temps à chercher des financements, bah on est moins efficace en vrai. Je sais que c'est encore un peu un gros mot, ce que je veux dire là, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la lecture. Moi, je crois que la question de la collecte a vocation à se professionnaliser vraiment. Et une association, elle est là pour porter le cœur de son action, et donc le cœur de son objet, et de son objet social. Et ensuite, il faut soit se faire accompagner, soit recruter en interne, ça c'est des choix après qui appartiennent à chaque structure, en fonction de ce qu'elles peuvent faire aussi, mais sécuriser ça. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Quand vous regardez, par exemple, les fonds européens, quand vous regardez les appels à projets, c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus difficile. Donc on voit en plus se décorréler, ou en tout cas se fragmenter, ceux qui arrivent à obtenir ces grands appels à projets, ces grandes aides, et ceux qui ne sont plus en capacité de les obtenir. Et qui se fragilisent encore plus, parce qu'elles vont dépendre de la subvention du conseil départemental ou de sa mairie, ou voire quelques appels à projets nationaux. Mais enfin, quand la moitié, les 3/4 de ton budget dépendent d'une subvention publique, ça commence à devenir difficile et potentiellement très risqué. La puissance publique a la vocation, en tout cas c'était une de mes actions et on la continue aujourd'hui, de simplifier déjà.
Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Mon Compte Asso. Et l'idée, c'est de dire, bon, on va arrêter de vous demander 10 fois le rapport d'activité, on va arrêter de vous demander 10 fois vos statuts ou les pièces d'identité des dirigeants. Par contre, la contrepartie, c'est on va créer un site, l'administration publique va venir piocher dans ce site, on va essayer de le rendre accessible aussi à toutes les collectivités, donc on va vous simplifier la vie. Mais, c'est là où il y a un sujet, mais ça reste de plus en plus professionnalisant. C'est une activité à part entière. Et donc, pour ne pas aussi parfois dégoûter les bénévoles qui viennent pour une cause, faut être le plus concentré sur sa cause et parfois, effectivement, créer soit des coalitions, comme le fait France Générosité, et de se dire autour d'une coalition, on va faire travailler ce plaidoyer sur la donation, sur la subvention, sur la fiscalité, ou se faire accompagner par des professionnels qui partagent des valeurs, absolument, mais pour aller sécuriser un certain nombre de financements et de modèles, parce qu'aujourd'hui se pose aussi la question des modèles de viabilité. Quand on voit que les financements de fonctionnement sont de plus en plus rares, voire bientôt inexistants, faut dire les choses, ou l'instabilité de la situation et de la situation internationale. Comment sont perçus, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, nous, de notre côté, quand on fait la collecte, c'est comment sont perçues les associations au sein d'un gouvernement, au sein justement c'est des amis ou c'est le poil à gratter ? C'est des partenaires essentiels. Essentiels. Mais après, moi, pour le coup, j'ai été ministre de la Jeunesse, de la Vie Asso, des familles, de la biodiversité au ministère de l'Écologie. C'est le cœur battant, c'est des partenaires. En fait, quelle que soit l'action, quel que soit le moment, parfois c'est des moments de plaidoyer, parfois c'est des moments d'action collective, parfois c'est des partenaires essentiels, c'est des acteurs. Et ça a une réelle influence sur les décisions mais pour toi ? Parfois c'est de la codécision. D'accord. Mais volontaire, assumée, oui. c'est pas obligatoire. Ouais. Enfin, moi je crois que la meilleure manière de prendre une décision, c'est encore de la faire avec ceux qui, sur le terrain, au quotidien, agissent ou font de la prévention sur cette cause ou viennent réparer malheureusement les conséquences d'inégalités profondes qu'on voit. Donc moi, ça a toujours été des partenaires très exigeants, parce que c'est la réalité, puisqu'ils sont dans leur rôle, mais des partenaires. Et puis moi, faut pas oublier, moi je viens du dialogue social. Bien sûr. Et donc dans le dialogue social, ton responsable syndical et ton DRH, autour de la table du NAO, en fait, c'est des co-décideurs. Et donc c'est quand même mieux de trouver le point de consensus qui, en général, est pas loin du point d'équilibre. J'ai une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce que... Je connais déjà la réponse. Est-ce que le poids de l'association, en vrai, en fonction de son nombre de militants, est quelque chose qui va influencer d'une certaine mesure certaines décisions ? Ou est-ce que pour toi, est-ce que les politiques, entre guillemets, se disent tiens, une grosse ONG avec beaucoup de gens derrière, ça a forcément plus de poids ? Ou est-ce que vous regardez vraiment le contenu même, l'expertise de chaque association ? Non, sincèrement, moi, je suis pas un opérateur d'opinion. Donc oui, on regarde évidemment quand il y a des expressions publiques, des communiqués de presse, des prises de parole. Mais ma décision, si je l'oriente par la qualité du travail et d'expertise. Et de la qualité de confiance. Vraiment lié à l'expertise. Ouais. Oui, parce que moi, je comprends que parfois, il y a du plaidoyer sur une vision, sur un idéal. Mais moi, pour faire bouger une politique publique, c'est-à-dire vraiment de manière très opérationnelle, j'ai besoin d'éléments d'expertise, d'éléments d'impact, de comprendre où est-ce que ça bloque, quels sont mes leviers, quels sont mes ressorts. C'est pas des discours, c'est l'art de l'exécution. Et donc, tenir des discours, alors, ça donne des caps, c'est pas inutile, ça donne un cap. Enfin, ça vient pas transformer le quotidien. Et donc, le quotidien, je vais le faire avec parfois des plus petites assos, mais qui ont soit une expertise territoriale, soit la compréhension. Par exemple, j'ai découvert une magnifique association, une petite association historique, Dessine-moi un mouton, qui a à l'époque aidé. C'est passionnant. C'est génial cette association. Ouais. Elle est partie vraiment de la lutte contre le VIH pour aujourd'hui accompagner parfois des femmes et des enfants migrants qui dans un parcours malheureusement migratoire, ont été victimes de violences et qui sont partis créer et accompagner une expertise dans une population extrêmement vulnérable. Et sincèrement, vous pensez que tout le monde est capable de m'apporter cette finesse-là ? Bien sûr que non. Bien sûr, c'est sûr. Bien sûr que non. Et donc, je vais plutôt chercher ça. Je vais plutôt chercher l'expertise, la connaissance et parfois même les intuitions, parce que c'est des histoires d'hommes et de femmes, les intuitions de ceux qui sont sur le terrain et qui ont aussi vu des époques, des situations se dégrader, d'autres s'améliorer, pour apprendre et essayer de faire au mieux, mais en ayant bâti une conviction personnelle avant de prendre une décision. Et tu sens une notion de balance parfois, je suppose, parce que forcément tu as donc le poids d'un côté, mais il y a de fortes chances pour qu'il y ait un poids aussi dans l'autre côté d'une décision. Est-ce que
tes décisions, tu les prends en pleine conscience? Est-ce que tu les prends aussi parfois, enfin, quand tu prends des décisions? Je les prends en fonction des moyens que j'ai déjà. Déjà, Bien oui, sûr. c'est sûr. Par contre, forcément. ça reste des arbitrages, Bien ça sûr. reste des décisions Ça reste toujours prises. un arbitrage. Toujours. Je les prends en ayant la conviction que l'État ne peut rien seul. Et d'ailleurs ne doit pas tout seul. Même moi, je vais aller même plus loin. Même s'il pouvait, il ne devrait pas. Parce que je crois que pour qu'une action soit pérenne, qu'elle ne soit pas le fruit d'un courant politique ou d'une histoire, il faut que ce soit plutôt un collectif. Et donc, c'est mieux de partager la responsabilité d'une mission, d'une action, parce qu'en fait, tout seul, tu ne peux pas. Et je ne crois pas que ce soit sain, d'ailleurs, de le faire seul, mais ça, c'est une conviction très personnelle. Et puis, dans le fond, quand je prends une décision, j'aime la prendre et la faire en me disant ça va être effectif. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement... la vie démocratique, politique est tellement décriée, le sentiment d'impuissance est tellement fort et tellement haut qu'il ne faut prendre des décisions que si on est sûr... Qu'il y a un impact fort et réel. Exactement. Quoi. Et qu'on est capable de la tenir. Et Ouais. que les grands mots, les grandes phrases, excusez-moi, en très bon français, c'est bullshit. C'est sûr. Et sauf que ça dessert même l'action de l'engagé ou de l'engagement, qu'il soit public ou, pour le coup, plus politique au sens vie de la cité. Et donc, il faut dire des choses qu'on peut faire et que du coup, on est tenu de faire. Et je crois que là, il y a quelque chose, en tout cas moi, dans ma vision, qui est plus important que jamais, parce qu'on arrive à un moment de défiance et aussi de désinformation sur les réseaux, d'offensive et d'ingérence étrangère. Enfin, faut pas se mentir. Ah oui, Enfin, c'est on est aussi la proie d'autres puissances. Et ben, dans cette époque-là, si brouillée, on peut pas se payer le plaisir de faire des emphases. Et je pense que c'est un bon moment où il faudra qu'on soit bien tous unis. Et c'est compliqué en ce moment, effectivement. Ouais. Mais c'est là où l'unité, en fait, elle se fait Oui. autour des causes, plus vite et plus fort. Parce que parfois, on dit le monde associatif est uni. Non, c'est pas vrai. Il y a des associations, comme il y a des jeunes, il y a des donateurs, comme il y a des politiques publiques. Enfin, c'est pluriel. Et donc, moi, j'aime les coalitions de causes. Ça permet d'avoir de la complémentarité. Ça permet de partager aussi des expertises, des histoires, des compréhensions de territoire. Donc, les coalitions de causes, moi, j'y suis particulièrement sensible. Ouais. Okay. On va passer à la grande question, Sarah. La grande question qu'on a envie de te poser, c'est pour toi, quel rôle, justement, doit jouer l'État dans le soutien du secteur associatif ? Ça doit être son partenaire du quotidien, qui va lui faciliter la partie simplification administrative, tout ce poids-là qui peut être... qui ne permet pas d'être au cœur du coup de son action de mobilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord des coalitions de personnes qui décident volontairement de donner du temps pour une cause. Enfin, c'est quand même ça, la base. Et de l'alléger au maximum sur la question des financements, en sécurisant d'abord la fiscalité, parce que sinon c'est hyper dur en fait. Si tous les 3 matins tu as un débat sur la fiscalité. Parce qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps en plus, parce que ça a été remis en question il n'y a pas très longtemps. Le débat n'est pas terminé. Les débats ne sont pas finis. Donc c'est pas simple de se dire à chaque fois est-ce que ça va bouger, pas bouger. Et je crois que l'État, il doit se concentrer sur ses actions, ses missions, et venir plutôt en soutien, en amorçage et dans les moments difficiles pour permettre de manière massive d'amorcer des projets, d'être au rendez-vous des innovations, parce qu'il y a des nouvelles formes, il y a des nouvelles choses, il faut être aidant à ce moment-là, et ensuite financer aussi les moyens de l'impact, de l'étude d'impact, qui permet soit de développer, soit de faire vivre à plus long terme des modèles qui doivent trouver leur point d'équilibre. Mais il ne faut pas qu'ils se mêlent de tout, je vais le dire comme ça. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que justement, nous, quand on arrête les gens dans la rue pour leur proposer de soutenir nos associations, on entend régulièrement, mais c'est à l'État de le faire. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on a oublié que l'État, c'était nous tous, en fait. C'est exactement la réponse qu'on donne quand on est... je suis désolée, on ne s'était pas préparé. Tu pourrais être... l'État, c'est nous tous. Ouais. C'est exactement ce qu'on dit aussi. C'est que chacun d'entre nous, l'État, c'est chacun d'entre nous. C'est nous, en fait. Et quand on dit c'est de l'argent public, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est le nôtre. Et donc, l'État, il doit, à mes yeux, se concentrer sur les grandes missions qui sont les siennes et faciliter la mission qui doit être complémentaire, être à la hauteur de l'éducation, de la santé, de la défense, de la protection. Et en même temps, faciliter au maximum les initiatives, les soulager de ce qui est parfois de la lourdeur bête et méchante, et qu'on essaye d'ailleurs de faire, mais garder cette dynamique-là et d'aller plus vite.
Mais l'État, c'est nous. Donc, Ouais, je suis assez d'accord c'est avec plutôt ça. collectif. Ouais. Et moi, j'arrête d'opposer oui, mais la mairie m'a donné, mais pas l'État, ou le département, mais pas le donateur. Enfin, ça reste l'argent des Français. Et donc, cet argent, bien sûr qu'il doit soutenir des politiques qui sont en complémentarité, et l'État doit être au rendez-vous de ses responsabilités. Et ces responsabilités, elles sont profondément régaliennes. Et il faut qu'il les assume et les assure. Mais le reste, ça doit être une mobilisation de tous les acteurs. Et c'est là où je dis, nous, individuellement, les entreprises dans leur mission d'acteurs de la société également, les associations par leur force d'action profondément, mais aussi la place des chercheurs, la place des organisations internationales. Et donc, si chacun prend pleinement sa place, franchement, ça marche. Ce que je trouve intéressant aussi dans le face-à-face, c'est qu'on a aussi la capacité, à la fois de vulgariser, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est très difficile pour une association, parce que quand tu es à fond dans ton truc, des fois c'est difficile d'expliquer simplement ce que tu fais, quoi, en vrai, déjà. Et deuxièmement aussi, c'est d'humaniser un petit peu aussi. Nous, on est toujours en train de aussi mettre en avant le fait de dire qu'une association, elle a les mêmes problèmes qu'une entreprise où c'est pas parfait, c'est ça que je veux dire. Et que parfois, il peut y avoir des problématiques dans des assos, on en a régulièrement. Il peut y avoir des conflits sociaux dans une association. Et le fait d'avoir des gens face à face qui sont capables d'expliquer ça, il y a plein de gens qui sont arrivés de voir nos recruteurs en disant ouais, mais moi je donne pas aux assos parce qu'il y a des tours du pognon. Et quand on a commencé un peu à expliquer quel est le fonctionnement, que ça peut arriver parfois d'avoir effectivement des problèmes, ça peut arriver. Et on engage leurs responsabilités. On a eu des grands scandales internationaux, on a eu des scandales nationaux. Bien sûr. Il y a des gens dont on a plutôt honte. Et d'autres dont on est hyper fier. Et faut pas, c'est pas faut pas tout jeter, quoi. Mais c'est pour ça que je dis que tout est pluriel. Complètement. Et après, je sais que ça aussi, ça irrite un peu, mais statut fait pas vertu. Oui. L'association, elle dit quoi ? La structure associative, elle dit il n'y a pas de but lucratif. Donc en fait, on ne fait pas ça pour amasser du bénéfice et le partager entre nous. Par contre, une association a la vocation à pouvoir faire des actions. Son objectif n'est pas la finalité lucrative. Enfin, ça reste une organisation d'hommes et de femmes avec une conviction, avec un engagement, avec une volonté d'action, une force d'action qui permet d'avoir des bénévoles, mais aussi des acteurs, des salariés, des professionnels. Complètement. C'est comme partout, il faut faire le tri, il faut être vigilant, mais c'est à nous aussi collectivement, dans le secteur, entre acteurs, d'être extrêmement exigeants. Et je pense qu'on est un des secteurs les plus exigeants justement sur la transparence, sur la véracité, il y a quand même, on a une très forte exigence quand même. Non, ça ne pardonne pas. Au-delà de la faute qui peut être pénale, je rappelle, et qui engage, parce qu'on engage un certain nombre de procédures parfois quand c'est nécessaire, c'est une faute morale. Bien sûr. Et donc, franchement, cumuler les deux, ça fait beaucoup pour les mêmes personnes. Et la coordination nationale de face-à-face est un engagement de qualité fort, comme peut l'être le don en confiance, etc. Et donc voilà. Question que je pose à tous mes invités. Et nous arrivons à la fin, bientôt. Nous arrivons bientôt à la fin. Être engagé pour toi, c'est quoi ? Parce que c'est très large d'être engagé. Qu'est-ce que c'est d'être engagé pour toi ? Pour moi, être engagé, c'est être vivant. C'est profondément être vivant, être acteur de son présent. Pouvoir se coucher le soir en disant j'ai pris ma part. Pris ma part dans ma vie, dans mon collectif, sur les causes qui me tiennent à cœur. Mais j'ai pris ma part. Et moi, ça me permet, je pense, déjà de dormir un peu plus apaisé et demain de pouvoir dire à ma fille, quels que soient les dangers du monde, et on les voit de plus en plus grands malheureusement, on n'a pas été témoin. On a été des acteurs et on a été du bon côté de la barrière. Complètement. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette anecdote. Mais moi, je suis engagé depuis très petit. J'ai commencé à 4 ans, donc tu vois, c'était très tôt. Et je me souviens dès l'époque où je regardais la télé, où je voyais des baleines se faire trucider. Et je disais, ils font quoi les grands ? Et moi, je dis toujours, maintenant, moi, je suis grand. Je veux faire quelque chose. Je veux pouvoir regarder ce petit enfant en disant, je suis fidèle à ce que j'ai vu. Et maintenant que j'ai pas un impact, je veux avoir cet impact-là. Bon, maintenant que j'ai des gamins, c'est encore pire. Donc, ils sont exigeants. Mais tant mieux. Est-ce qu'il y a un événement marquant de ta vie que tu as envie de nous partager dans ce monde de l'engagement ? Il y en a eu plein. Un particulièrement. Où vraiment tu t'es senti en phase, quoi. Il y en a eu beaucoup, mais peut-être le plus... moi, je suis quelqu'un de très... je suis plutôt quelqu'un de légaliste, de loyaliste. Enfin, moi, j'aime bien... quand j'appartiens à un collectif, en fait, je respecte la majorité de mon collectif. Donc, je suis plutôt à l'aise, je suis plutôt bonne élève à l'école. Et je me souviens sur ce débat fiscal à l'époque, quand Plan Générosité alertait sur le fameux article qui devait revoir. Je vote contre ma majorité. Et je m'oppose à mon propre gouvernement et à ma propre famille politique.
Et pour le coup, c'est pas naturellement ce que j'aime faire, en fait. C'est pas là où je prends du plaisir, me dire, je n'ai pas cette culture-là. Sauf que j'ai pas douté une seconde. 2, j'ai assumé de le faire publiquement et de porter ce combat. Parce que quand la cause dépasse son confort personnel, alors évidemment, il faut la mener. Et c'est juste un des exemples, mais c'est pas le plus marquant. C'est un des exemples où ça a été le plus désaligné. Mais dans les exemples les plus marquants, c'est plutôt les rencontres avec les jeunes ou les gens que j'ai eu la chance d'accompagner, de croiser, et qui témoignent de, finalement, qu'est-ce que ça a changé pour eux, un mentorat, un service civique, d'avoir appelé le 119 parce qu'ils ont été témoins de violences, ou quand tu visites un UAPED et que les médecins te disent, grâce à ce collectif qui se fait autour de, pour le coup, malheureusement, l'enfant victime, on a réussi à faire et à obtenir des condamnations, mais aussi, surtout à arrêter les sévices qu'ils subissaient, mais aussi de voir à l'autre bout du monde ces enfants qui ont aussi des énormes sujets de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, et te dire, on n'a pas le droit d'être insensible et de se dire c'est à l'autre bout du monde, c'est pas de notre responsabilité. C'est une humanité. Et pour le coup, s'il y a une cause, moi, qui profondément me transcende, c'est la cause des enfants. Ok. Parfait. Avant de nous quitter, t'as déjà rencontré un recruteur de donateurs dans ta vie ? Tu t'es déjà fait arrêter dans la rue ou pas ? Plusieurs fois. Et t'as eu le temps de t'arrêter ou pas ? Oui, et je leur dis pas à chaque fois ce que je fais dans la vie. D'accord. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'aime bien, c'est souvent des jeunes qui, en plus, ont le smile, ils ont le sourire. Et ils voient bien quand t'es pressé, qu'ils essaient pas de t'embêter et que parfois ça accroche. Et c'est vrai que ça peut arriver d'avoir un tout petit peu de temps et d'être un peu joueur. Et donc, ça, j'avoue, parfois, je les pousse un peu sur des questions un peu dures, mais juste pour partager. Et moi, après, j'ai déjà des engagements personnels. Et donc j'ai jamais été au bout de la démarche avec un donateur en face à face. Il y en a un qui t'attend juste derrière cette porte. C'est pas vrai, bravo. Et est-ce que tu as un mot pour eux ? Parce que tous les jours, t'imagines bien, alors moi, ce que je dis tout le temps, un recruteur donateur, c'est simple, c'est quelqu'un qui gère les chèques de tous les jours, parce que c'est 100 refus par heure de travail, ça fait 600 par jour et 15 000 par mois. Donc, et tout ça dans l'optique quand même de faire avancer notre monde en commun, et donner les moyens à des associations de faire avancer. Parce que tu as un petit mot à leur donner. Bien sûr, moi sincèrement, ça serait un énorme merci et je suis hyper fière de vous. Parce que sans le savoir, à chaque fois que quelqu'un vous dit non, il rentre quand même avec les quelques phrases qu'il a entendues, en tout cas qu'il a perçues, et ça le questionnera et ça arrivera peut-être plus tard. Mais vous aurez permis ça. Donc un énorme merci. Et je suis aussi militante dans ma vie citoyenne et politique. Et plein de fois, on tend des tracts, on nous dit non et plein de non. Et c'est très différent parce qu'on espère juste passer un message sans spécialement aller chercher l'accord, en fait. C'est partager une vision. Mais vous le faites pour une très grande cause, très universelle. Et donc merci. Et sacrée fierté, parce que à mes yeux, c'est plus qu'une mission, c'est plus qu'un job, c'est plus qu'un moment de sa vie. C'est une forme d'engagement à part entière. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien, Sarah. Et puis je sais pas ce que je peux te souhaiter pour l'avenir. Plein d'engagement. Et écoute, nous le souhaitons en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À très bientôt.